Elle est rentrée avec un sourire suffisant en disant « Ne pose pas des questions », alors il a utilisé le trust familial. Elle est entrée en fredonnant. C'est ce qui m'a marqué. Pas le rouge à lèvres qui avait bavé, pas les cheveux emmêlés, ni même le fait qu'elle tenait un de ses talons à la main comme s'il l'avait personnellement trahi à un moment de la nuit. Non, c'était ce fredonnement, comme si elle sortait d'un spa, et non d'un bar, de l'appartement d'un homme ou de je ne sais quel enfer où elle avait passé les 8 dernières heures. Ne pose pas de questions, gloussa-t-elle. Pas ivre, pompette peut-être, mais surtout suffisante. Il n'y avait aucune honte dans son regard. Juste le genre d'arrogance qui prospère lorsque quelqu'un pense vous avoir percé à jour, vous avoir catalogué, vous avoir mis sur une étagère comme un vieux trophée de bowling. Oublié, mais techniquement toujours à lui. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai juste regardé de derrière mon grand livre de comptes. Elle n'a pas remarqué ce que j'avais sur les genoux. Elle a probablement supposé que c'était une autre feuille de calcul ennuyeuse ou l'un des audits de la succession que je menais comme une horloge. Elle ne s'y intéressait guère, sauf si cela signifiait une nouvelle montre ou le fait de laisser accidentellement sa carte de platine au brunch. Elle a jeté ses clés sur la console de l'entrée. Elles ont atterri sur une photo de mariage. Ironique. Un sourire figé sous un rappel tintant de ce avec quoi elle pensait pouvoir s'en tirer. Elle a disparu dans le couloir. Porte de la chambre. Clic, pas même un bonsoir. J'ai fermé le grand livre et ouvert un autre dossier, celui que je constituais discrètement depuis 6 mois. Il ne s'agissait pas de la prendre en flagrant délit. Il ne s'agissait même pas de vengeance. Pas au début. Il s'agissait de ne pas être l'idiot de service. De ne pas laisser le silence être confondu avec de la faiblesse. Le dossier contenait tout. Des factures d'hôtel débitées sur sa carte, urgence uniquement. Des déposes de VTC enregistrés à quelques rues d'un certain appartement. Toujours un peu après minuit. Toujours de retour vers 4 heures du matin. Des achats de lingerie de créateurs qu'elle m'avait dit être des cadeaux d'une amie. La même amie qui avait signé 2 reçus. Bryce, l'un en cursive, l'autre en lettres capitales maladroites comme s'il était pressé. J'ai tourné à la dernière page, la clause de moralité du trust familial qu'elle avait signée sans la lire. La plupart des gens ne lisent pas les accords de trust. Elle, certainement pas. Trop de jargon juridique, trop de sécurité présumée. Mais moi, je l'avais lu et je n'ai jamais oublié la clause 4C, tout bénéficiaire se livrant à une conduite susceptible, aux yeux des fiduciaires, de jeter le discrédit sur la famille verra sa distribution soumise à examen et suspension immédiate par un vote majoritaire des fiduciaires. Elle avait fait de moi l'un de ses fiduciaires le jour de notre mariage. Un geste de confiance, avait-elle dit. Ironique. J'ai pris mon téléphone. Il était 4h02. Le numéro que j'ai composé n'avait pas été utilisé depuis des années, mais la voix a répondu à la 2e sonnerie. C'est le moment, n'est-ce pas, dit-il. Apporte le dossier. Réveille ses parents, ai-je répondu. Puis j'ai raccroché. Je ne suis pas allé me coucher. Je n'ai pas hurlé, ni fait les 100 pas, ni pleuré. J'ai juste versé un café noir et je me suis assis avec ce dossier, regardant le soleil commencer son ascension au-dessus des arbres. J'ai pensé au nombre de dîners où j'avais fait semblant de ne pas l'avoir envoyé des SMS sous la table. Au nombre de fois où je l'avais entendu s'enfermer dans la salle de bain pour prendre un appel. Au nombre de tentatives de manipulation psychologique que j'avais laissé passer juste pour maintenir la paix. Savez-vous, j'ai récemment vu une statistique selon laquelle plus de 90% des personnes qui apprécient des histoires comme celle-ci ne s'abonnent jamais. Si vous êtes l'un d'entre eux, c'est peut-être le moment. C'est ce qui motive notre équipe à dénicher les vengeances les plus brutales, les plus silencieuses et les plus inattendues dont vous n'avez jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, je suis resté là, dans le bureau, jusqu'à 6h07, lorsque j'ai entendu la voiture de ses parents dans l'allée. À 6h09, la sonnette a retenti. À 6h10, son père est entré le premier, le dos raide, habillé comme s'il n'avait pas dormi. Sa mère a suivi, le mascara déjà coulé à cause de quelque chose qu'on lui avait dit dans la voiture. Et à 6h11, l'homme au costume gris est entré dans la pièce, calme comme à son habitude. Il n'a pas eu besoin de se présenter. Je le connaissais. Elle aussi. Elle ne savait juste pas encore pourquoi il était là. Il a fait un signe de tête vers le dossier sur la table entre nous. Commençons-nous, a-t-il demandé. Le véritable commencement n'a pas eu lieu quand elle est rentrée à 4 heures du matin.
Le véritable commencement a été lorsque j'ai cessé de prétendre que je ne savais pas déjà. La première chose qu'elle a faite en se réveillant n'a pas été de regarder l'heure. Ce fut de grogner contre le soleil qui filtrait à travers les rideaux comme s'il lui en voulait personnellement. Elle a grimacé, s'est frotté les yeux et a instinctivement cherché le téléphone qui n'était pas là. Laissé dans la voiture, dans l'appartement de quelqu'un d'autre, elle ne s'en souvenait plus. Elle s'en fichait un peu. Elle s'est assise lentement, toujours dans sa robe de soie noire de la veille. Une bretelle à moitié tombée de son épaule, des paillettes de mascara sous ses yeux. Sa tête lui martelait, mais pas à cause de l'alcool, mais à cause du brouillard de l'effort pour se souvenir du mensonge qu'elle avait raconté en entrant. Ou peut-être était-ce juste la culpabilité, bien que cela nécessitât un niveau de conscience de soi qu'elle n'avait jamais pris la peine de cultiver. Alors qu'elle attrapait son peignoir, quelque chose a attiré son attention. Des voix en bas. Plusieurs, dont une familière. Sa mère ? Elle a froncé les sourcils. Sa mère n'était pas du genre à débarquer à l'improviste, et certainement pas avant 7 heures du matin. Une autre voix a répondu, plus basse, plus ferme, masculine, pas son père. Plus froide, des syllabes saccadées, un ton juridique. Elle a noué lâchement son peignoir, est sortie de la chambre pieds nus et a descendu les escaliers en resserrant la ceinture, plus agacée qu'alarmée. Probablement une bêtise. Son père a toujours ses appels de crise du conseil d'administration. Peut-être que son mari jouait simplement l'hôte pour l'un d'eux. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était l'homme dans son fauteuil. Son fauteuil, le gris qu'elle avait fait tapisser sur mesure. Elle avait un jour dit à ses amis qu'elle l'aimait parce qu'il lui donnait l'impression d'être une reine. L'homme assis dedans avait maintenant la sérénité d'une lame de guillotine à mi-course. Mince, fin de la cinquantaine, peut-être début de la soixantaine, un costume gris anthracite impeccablement taillé, un portefeuille en cuir posé sur un genou, les mains jointes en flèche comme un chirurgien sur le point de faire une incision de précision. Et à côté de lui, sa mère qui pleurait, pas en sanglotant, pas en geignant, mais en laissant échapper des larmes en silence, une main sur la bouche comme si elle avait vu un accident de voiture et réalisé trop tard que c'était sa propre famille sur le siège avant. En face d'eux, son mari. Il ne s'est pas levé, n'a pas parlé, a juste siroté son café lentement, les yeux fixés sur elle comme s'il avait déjà lu le dernier chapitre du livre dont elle ne savait même pas qu'il parlait d'elle. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, un pied encore sur la dernière marche. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» dit-elle, la voix sèche de sommeil. L'homme en costume tourna légèrement la tête, pas d'un seul coup. Il ouvrit le portefeuille en cuir et en sortit une seule feuille de papier. « Je suis ici au nom du trust familial, » dit-il. « Commençons-nous ? » Pas de bonjour, pas de présentation, pas de chaleur. Elle regarda sa mère, qui baissa rapidement les yeux, puis son mari, qui n'offrit qu'un petit hochement de tête indéchiffrable. Ni suffisant, ni cruel, juste inévitable. Le sang quitta ses bras. Son estomac se noua, non pas de nausée, mais de reconnaissance. Non pas de l'homme, mais du moment. Quelque chose d'irréversible avait commencé, et elle était très, très en retard. Je ne comprends pas, elle essaya de nouveau, plus doucement cette fois. L'homme ouvrit un dossier méthodiquement. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Pas encore. Mais vous comprendrez. Nous allons tout passer en revue chronologiquement. Assez clairement. La documentation est exhaustive. Documentation. Son mari parla enfin, le ton désinvolte comme s'il commentait la météo. Assieds-toi, Mel. Elle ne bougea pas. Il se pencha en arrière. Ou pas. De toute façon, ça va se faire. Elle se tourna de nouveau vers sa mère. Maman. Mais la femme secoua seulement légèrement la tête, couvrant à nouveau sa bouche, les larmes coulant. Le genre de pleurs qui n'a plus besoin de son. Papa est là ? demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Pas encore, dit son mari. Il examine certaines choses avec les autres fiduciaires. Il nous rejoindra une fois que nous aurons couvert les bases. Les fiduciaires ? Elle sentit le sol tanguer. Je veux dire. Elle regarda de nouveau l'homme dans le fauteuil. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas une sorte d'intervention. Vous ne pouvez pas débarquer chez moi comme ça et. Ce n'est pas votre maison, corrigea poliment l'homme. Elle appartient à la succession. Détenue en trust. Vous êtes une bénéficiaire, pour l'instant.
Elle déglutit difficilement. Il continua. Ceci n'est pas une intervention. Cela impliquerait que quelqu'un essaie de vous sauver. Ceci est un examen. Elle regarda autour d'elle sa mère qui pleurait toujours, son mari qui sirotait toujours son café, l'étranger assis là où elle lisait ses romans. Et puis, finalement, elle s'assit, parce que quelque part au fond de son estomac, elle savait déjà que ce ne serait pas une conversation. Ce serait un démantèlement. Le dossier fit un bruit doux et délibéré en glissant sur la table en chêne, comme un scalpel frôlant l'acier. Elle ne le toucha pas, se contentant de fixer ses bords. Comme si même effleurer la couverture en cuir pouvait déclencher une alarme qu'elle ne pourrait plus faire taire. Son mari le tapota une fois, doucement. Tu devrais l'ouvrir. Elle ne bougea pas. L'homme dans le fauteuil, d'une voix égale et précise, dit « Ceci est votre copie. Elle a déjà été examinée par les 2 fiduciaires principaux. Vos parents. » Cela attira son attention. Elle regarda vivement sa mère, mais la femme plus âgée ne voulait toujours pas croiser son regard, les bras croisés fermement contre son ventre comme si elle essayait physiquement de se contenir. Puis elle se tourna vers son père, qui était entré silencieusement quelques minutes auparavant, se tenant dans le coin près de la baie vitrée, les bras croisés, l'expression taillée dans le granit. « Tu as lu ça ?» lui demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu as vraiment ?» ?»« Oui, je l'ai lu, dit-il. Rien de plus. » Elle attrapa le dossier avec des doigts saccadés et réticents et l'ouvrit. La première page était une photographie en couleur, légèrement granuleuse. Le hall d'un hôtel, capturé par une caméra de sécurité. Elle et Bryce, à moitié enlacés, ses doigts jouant avec le bouton de sa chemise. Horodaté, filigrané par l'établissement. Aucune ambiguïté. Elle cligna des yeux, le cœur battant. Deuxième page, un autre hôtel, une autre ville, une autre semaine. Elle rit, les cheveux attachés en arrière. Bryce se tenant trop près, encore une fois. Un autre horodatage. Un autre filigrane. Troisième page, une facture. Service en chambre pour 2. Champagne, chocolat. Une chambre réservée au nom de Bryce H, mais payée par une carte se terminant par les 4 mêmes chiffres que son compte de dépenses d'urgence. Quatrième page. Des captures d'écran. Des dizaines. Ces messages. Pas seulement aguicheurs, mais humiliants. C'est comme un labrador. Toujours loyal, toujours à attendre. Si seulement il n'était pas si ennuyeux. Ce n'est pas tromper si on n'est pas impliqué émotionnellement, n'est-ce pas, Bryce? Il pense toujours que je vais à Napa avec Lisa ce week-end. Je jure qu'il me croirait si je lui disais que je rejoins un cirque. Cinquième page, un extrait surligné du document du trust familial. Clause 4C, tout bénéficiaire dont la conduite pourrait porter préjudice à la réputation du nom de la famille ou de ses avoirs fiduciaires est soumis à un examen et à une suspension immédiate des versements sur vote majoritaire des fiduciaires. Elle continua de tourner les pages. Ses doigts se mirent à trembler. À la page 7, elle referma le dossier d'un coup sec, comme s'il lui brûlait les paumes. C'est de la folie, siffla-t-elle. Vous avez fouillé dans mes affaires privées. Vos dossiers financiers, l'interrompit doucement son mari, sont examinés trimestriellement. Et vous avez utilisé une carte émise par le trust pour financer ces petites escapades. Cela en a fait notre affaire, pas seulement la mienne. Celle de la famille. Elle se tourna vers son père. Tu te ranges de son côté. Ses yeux ne sillèrent pas, je me range du côté des documents. Tu les as signés. Tu as vécu selon leurs règles. Tu les as enfreintes. Sa voix se brisa. Mais je suis ta fille. Il ne dit rien. Elle se tourna vers sa mère. Maman, s'il te plaît. Mais la femme plus âgée laissa simplement échapper un son brisé. Pas un sanglot, pas un soupir, juste quelque chose de creux. Son menton trembla. Toujours pas de contact visuel. Elle sentit l'oxygène quitter la pièce. Vous essayez de me détruire, dit-elle, à moitié en riant. Pourquoi? Quelques photos? Quelques textos? Ce n'est pas un crime. Non, convint l'homme en costume. C'est pire. C'est une négligence envers l'héritage, envers le devoir. On vous a confié le nom et les ressources d'une famille qui s'étend sur 4 générations. Et vous avez utilisé cet accès comme une adolescente qui pique la carte de papa.
La voix de son mari était plus basse mais plus acérée. Tu ne m'as pas seulement trompé, Mel. Tu as trompé tout ce que ton nom représentait. Tous ceux qui se sont portés garants pour toi. Tu pensais que j'étais le seul à avoir remarqué. Mais toute la structure, elle, l'a remarqué. Et elle a des dents. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le parquet. Je ne serai pas humiliée comme ça, lança-t-elle. L'avocat pencha la tête. Alors peut-être auriez-vous dû choisir un autre fauteuil pour commettre vos humiliations. Ça l'a touché profondément, parce que ce fauteuil, son fauteuil, avait été son petit trône, le symbole du confort, du foyer, et maintenant il était utilisé comme témoin à charge, comme preuve. Elle recula en chancelant vers. Elle ne savait pas quoi. Il n'y avait nulle part où aller dans sa propre maison qui ne semblait déjà saisie. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai abandonné pour faire fonctionner ce mariage, aboya-t-elle, les yeux maintenant vitreux. Vous pensez que je suis la méchante? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être avec quelqu'un comme vous. Son mari ne réagit pas, ce qui empira les choses, car ce calme n'était pas de l'apathie. C'était un contrôle précis. Le même genre de contrôle qu'il fallait pour passer 6 mois à rassembler des documents au lieu de la confronter pendant le dîner. Le genre de contrôle qui l'effrayait plus que les cris ne l'aurait jamais fait. L'avocat plongea la main dans sa mallette et en sortit une fine enveloppe. Scellée. Ceci est votre notification officielle de la procédure, dit-il. Conformément à la directive de votre père, votre accès au fonds du trust est en cours d'examen immédiat. En attendant le résultat, toutes les distributions discrétionnaires sont gelées. Il la posa sur la table. Déjà signée par 2 fiduciaires. Un vote de plus et elle est promulguée. Elle la fixa. Sans la prendre, juste en respirant. Des respirations courtes, irrégulières, abasourdies. Prenez votre temps, dit-il. Nous attendrons. Elle fixa l'enveloppe comme si elle était une bombe à retardement. Une chose nette, sans prétention. Papier blanc, sceau bleu, son nom imprimé avec une élégance bureaucratique. Elle ne criait pas, elle chuchotait. Mais le silence dans la pièce la rendait assourdissante. L'homme dans le fauteuil ajusta ses lunettes et tapota de nouveau le portefeuille. Continuons-nous? Je n'ai accepté rien du tout, lança-t-elle, toujours debout. Il hocha la tête une fois. Vous l'avez fait quand vous avez dit oui, je le veux. Cela la frappa comme une gifle. Elle cligna des yeux. Pardon? Il tourna à une page déjà cornée, la tourna lentement, délibérément, et fit glisser le classeur pour qu'elle puisse voir un contrat de mariage signé par eux deux. Contresigné par 2 avocats, la signature de son père sur la ligne du témoin, ses propres initiales à côté du paragraphe 7. J'aimerais attirer votre attention, dit-il en tapotant 2 fois, sur la section D, sous paragraphe 3. Ses yeux parcoururent le paragraphe. Ses lèvres bougèrent pendant qu'elle lisait. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties prendrait connaissance d'un comportement d'un bénéficiaire désigné qui pourrait être interprété comme une irrégularité financière ou une conduite préjudiciable à l'image publique du trust familial, ladite partie se verra accorder des pouvoirs de surveillance secondaire sous la direction des fiduciaires principaux, avec pleine autorité d'enquête et disciplinaire. Elle laissa échapper un rire brutal. C'est un faux. Il est notarié, répondit-il, le ton plat. Déposé, attesté et exécutoire. Je n'ai jamais vu ça. Vous l'avez paraphé. Je ne m'en souviens pas. L'avocat ne sia pas, pour la plupart des bénéficiaires, ce n'est pas rare. Nous avons constaté que ceux qui se croient invincibles ont tendance à survoler les textes. Elle se tourna vers son père, les yeux plissés. Tu as laissé faire ça? Il ne bougea pas. Lui lança juste le même regard qu'il avait l'habitude de poser sur les rapports de marché dans le Wall Street Journal. Détaché, clinique, légèrement déçu. J'ai insisté là-dessus, dit-il. Après ce qui s'est passé avec ton cousin Andrew. C'était complètement différent, cria-t-elle. Il a essayé de lancer une boîte de nuit à Tulum avec l'argent du trust. Son père haussa les épaules. Et maintenant, tu dépenses des sommes à 5 chiffres dans des hôtels de luxe en ville avec un homme nommé Bryce qui n'a même pas de nom de famille sur les reçus. Dis-moi en quoi c'est différent. Elle se tourna vers sa mère, désespérée maintenant. Tu étais au courant de ça. La voix de sa mère n'était qu'un murmure. Il nous avait prévenus. Nous ne voulions pas le croire. Pas au début. Cette pause, pas au début, la trancha comme du verre.
Parce qu'à ce moment-là, elle réalisa que son mari était venu les voir, leur avait parlé, les avait suppliés de la raisonner. Peut-être des mois auparavant, peut-être même avant que la première facture d'hôtel ne soit débitée de la carte. Et il ne l'avait pas cru, jusqu'à maintenant. Vous vous rangez tous de son côté, demanda-t-elle, la voix tremblante. Lui? Sa mère s'essuya les yeux. Nous ne nous rangeons du côté de personne. Nous protégeons ce qui reste. Cette phrase, ce qui reste. Comme si elle avait déjà incendié le reste. Je pensais que vous me faisiez tous confiance, murmura-t-elle. Nous faisions confiance à ton jugement, corrigea son père. Tu as rendu difficile de continuer. L'avocat reprit la parole. À compter de ce matin, l'autorité discrétionnaire que détient votre mari a été élargie. Il est désormais habilité à initier un gel temporaire de tous les versements et peut demander la suspension complète de votre statut de bénéficiaire en attendant un examen. Elle fixa son mari, la mâchoire pendante. Tu prends plaisir à ça. Il pencha la tête. Tu penses que je voulais ça? Oh, ne fais pas ça, ricana-t-elle. Tu as rassemblé des preuves. Tu as planifié ça. Tu as attendu ça. Il posa enfin son café. Puis se pencha en avant, les yeux d'un calme mortel. Non, dit-il. J'ai attendu que tu arrêtes. Tu ne l'as pas fait. Elle n'eut aucune répartie, car c'était vrai. Il lui avait tendu perche après perche. Poser des questions, laisser passer des choses. Lui avait donné de l'espace. Et elle avait rempli cet espace avec Bryce, avec des mensonges, avec un rictus chaque fois qu'elle pensait qu'il ne faisait pas attention. Mais il avait fait attention, plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Tu n'as pas le courage, dit-elle faiblement, de me couper les vivres. Pas vraiment. Sa réponse fut un murmure. Regarde-moi faire. Et soudain, le fauteuil ne ressemblait plus à un meuble. Il ressemblait à un banc de tribunal. Et elle n'était pas l'accusée. Elle était la pièce à conviction. Elle regarda autour de la pièce qu'elle avait autrefois décorée, remplie de plantes sélectionnées et d'œuvres d'art minimalistes coûteuses, et ne vit rien qu'elle puisse revendiquer comme sien. Ni le canapé, ni l'argent, ni même l'amour, parce qu'il avait toutes les signatures. Et elle? Elle avait un contrat qu'elle n'avait jamais lu. Il n'a pas élevé la voix, pas une seule fois. Au lieu de cela, il a fouillé dans la poche latérale du portefeuille et a sorti un document scellé dans du plastique transparent, son cachet de notaire brillant sous le lustre avec la précision de quelqu'un qui manipule un artefact. Il l'a posé à plat sur la table entre eux. Clause 7b, imprimée en gras, double interligne, et centrée en haut de la page. Motion de suspension immédiate des versements en raison d'une conduite préjudiciable à la réputation. Signé à 4h30. Paraphé par son père à 4h32. Attesté par sa mère à 4h34. Ce n'était pas juste un morceau de papier. C'était une lame de guillotine figée à mi-course, maintenant libérée. L'avocat a tapoté la page une fois avec son index. Conformément à l'autorité accordée par l'article 7 de la Constitution du Trust familial, votre mari, agissant en qualité de fiduciaire secondaire, a demandé le gel de tous les versements sortant à votre encontre, en attendant un vote final du comité de surveillance. Sa bouche est restée ouverte. Je n'ai pas pu voter sur quoi que ce soit, a-t-elle crié. L'avocat n'a pas bronché. Vous êtes une bénéficiaire, pas une fiduciaire. Je suis le trust, a-t-elle hurlé. Cette maison, ce compte, cette vie a été construite autour de moi. J'ai été élevé dans ce système. Tu as été élevé par lui, a dit doucement son mari. Mais tu ne l'as jamais construit. La distinction a fait plus mal qu'il ne l'avait probablement prévu, car elle s'est immédiatement tournée vers son père. Papa. Il l'a regardé droit dans les yeux pour la première fois ce matin-là. Tu t'es fait ça à toi-même. J'ai fait une seule erreur, a-t-elle lancé. Et vous allez me jeter au loup pour une seule. Si qu'a documenté, a corrigé l'avocat. Et ce ne sont que ceux que nous avons trouvés sans pouvoir de subpénat. Elle a eu le souffle coupé. Elle s'est tournée à nouveau vers sa mère, le ton strident. Tu as été témoin de ça? Tu es resté là à les regarder me faire ça. Sa mère n'a pas répondu. Mais la réponse était dans la façon dont elle croisait les mains sur son ventre, comme si elle essayait de retenir sa culpabilité par la simple pression. Il n'y avait aucune défiance dans ses yeux, juste un cœur brisé. C'est mon héritage, a-t-elle dit,
plus bas maintenant, plus doucement, mais avec encore plus de venin. L'avocat s'est légèrement penché en arrière, a ajusté ses boutons de manchette, puis l'a asséné comme un scalpel. Non. C'était. Il n'y avait aucune malice dans son ton. Aucune vertu, juste un fait. Comme annoncé lors du décès. Elle a reculé d'un demi-pas. C'était le genre de choses qu'on s'attend à voir dans un film. Pas dans son propre salon, en peignoir de soie, portant encore le parfum de sa liaison. Ne soyons pas dramatiques, a-t-elle essayé. Il y a une procédure régulière. Vous ne pouvez pas simplement me couper l'accès. J'en vis. La clause 7B autorise un gel temporaire pendant la conduite d'un examen complet, a expliqué l'avocat. Vous aurez bien sûr la possibilité de faire appel, mais d'ici là, vos distributions sont suspendues. Avec effet immédiat. Elle a regardé son mari. Tu as planifié ça. Il n'a pas scié. J'ai planifié la possibilité que tu n'arrêtes pas, c'est alors qu'elle a cherché son téléphone, sauf qu'il n'était ni dans la cuisine ni sur la console du couloir. Elle s'est retournée, cherchant, soudain frénétique, balayant du regard chaque plan de travail comme si le téléphone lui-même pouvait être la trappe de secours. Vous ne me laisserez même pas me battre, a-t-elle craché, les mains tremblantes. Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous voulez que je sois ruiné? Il s'est alors levé lentement et s'est dirigé vers le bureau près de la fenêtre, a ouvert un tiroir, a sorti un petit chéquier bleu marine avec son nom sur la couverture. Il l'a ouvert, l'a brandi. La dernière inscription, un virement de 4700 $ à un consultant anonyme. La ligne de mémo indiquait simplement « Retraite bien-être d'une semaine ». Il l'a jeté sur la table. C'était ton combat, a-t-il dit. C'était toi qui décidais que tu avais de meilleures choses à faire que d'être responsable. Elle a baissé les yeux sur le chéquier comme s'il l'avait trahi. Depuis combien de temps tu me suis, a-t-elle chuchoté. Son mari n'a pas répondu. Parce que ce n'était pas la question. La vraie question, celle qui restait non dite entre eux, était, depuis combien de temps l'avait-elle sous-estimé? Elle a laissé échapper un rire étranglé. Tu as toujours détesté la confrontation. Tu m'as laissé te marcher dessus pendant des années. Il a penché la tête. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la patience. Silence. Puis, de l'avocat, nous pouvons faire une pause ici si vous le souhaitez. Son père s'est avancé. Il n'y a rien à poser. Continuons. Elle a de nouveau ouvert la bouche, mais rien n'est sorti, car la vérité s'installait. Ce n'était pas un tir de semonce. C'était le verdict. Et elle était déjà coupée du monde. Elle ne s'est pas rendue au bureau, elle y a marché d'un pas de charge, un ouragan de soie. Son peignoir flottait derrière elle comme la cape de quelqu'un encore convaincu d'avoir du pouvoir. Elle n'a regardé personne dans la pièce. Ni sa mère, ni son père, ni l'homme dans le fauteuil qui examinait toujours calmement ses notes, et certainement pas son mari, qui restait assis comme s'il regardait le dernier acte d'une pièce qu'il avait écrite 6 mois auparavant. Elle a ouvert la porte du bureau avec assez de force pour faire trembler le cadre et est entrée en trombe, la claquant derrière elle. L'ordinateur portable était déjà en charge sur le bureau, le couvercle à moitié ouvert, exactement là où elle l'avait laissé la nuit précédente. Elle l'a ouvert complètement, ses doigts martelant le clavier, sa respiration courte, saccadée. Chaque frappe résonnait comme un coup de feu dans le silence du matin. Elle a ouvert le premier compte, son compte personnel, le « compte de la culpabilité », comme elle l'appelait. Celui qu'il finançait chaque mois comme un geste d'indépendance. 15 000 $ par-ci, un petit extra pour la thérapie, les cours d'art ou les soins personnels, selon la justification à la mode cette semaine-là. Solde, 0 $. Disponible, 0 $. Elle s'est figée. A rafraîchi la page. Même résultat. Elle a cliqué sur le deuxième onglet, passant au compte joint, celui qu'elle utilisait quand elle devait contribuer à quelque chose de visible, comme faire un chèque à l'œuvre de charité de son ami ou commander des cadeaux pour sa famille, pour ne pas donner l'impression qu'elle avait décroché depuis des années. Solde visible, mais à côté, une nouvelle bannière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, privilège de transaction suspendu. Surveillance fiduciaire activée. Elle a cliqué sur « Transférer des fonds ». Accès refusé. Quoi? Elle l'a murmuré à voix haute, de plus en plus fort à chaque clic. Chaque tentative échouée était accueillie par une autre fenêtre pop-up qu'elle ne pouvait pas contourner. Finalement, elle a cherché son téléphone,
puis s'est souvenu qu'il n'était pas dans la pièce. Toujours manquant, toujours silencieux. Alors, elle a cliqué sur le site web de la banque et a utilisé la fonction de chat. Pas de réponse. Elle a essayé le bouton « Contactez votre conseiller privé ». Un instant a passé. Puis, un message « Veuillez appeler pour une confirmation d'identité et pour les questions de compte sensibles ». Elle a fouillé dans le tiroir du bureau pour trouver le combiné du téléphone fixe comme si c'était une bouée de sauvetage, a composé le numéro de mémoire. Il a sonné 2 fois, puis la connexion s'est établie. Son banquier a répondu, mais pas comme d'habitude. Pas avec le ton enjoué et obséquieux habituel, pas le sympathique « Salut, Mel. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui ?» Cette voix était plate, mesurée, professionnelle d'une manière qui lui a immédiatement dit que le script avait changé. Ici Andrew du service client. Comment puis-je vous aider ? Andrew ? C'est moi, dit-elle, forçant la légèreté. Mélanie. J'essaie d'accéder à quelques-uns de mes comptes. Il y a un bug. Il l'a coupé gentiment. Madame, je dois vous informer que le statut de votre profil a changé. Qu'est-ce que vous voulez dire par changer ? À compter de ce matin, votre statut de bénéficiaire au sein du Trust Mitchell a été placé sous examen. Conformément à la directive du fiduciaire principal, toute transaction en attente ou future nécessite désormais une autorisation écrite du groupe de surveillance. Elle cligna des yeux. Attendez, vous voulez dire que je ne peux pas déplacer mon propre argent ? Je veux dire, dit-il prudemment, qu'en attendant la résolution de l'affaire, vous ne remplissez plus les critères d'autonomie financière illimitée sous votre classification de trust actuelle. Vous lisez un script, lança-t-elle. C'est exact, dit-il, car tout ce que je dis en ce moment est enregistré. Sa bouche devint sèche. Andrew, siffla-t-elle. Nous nous connaissons depuis 6 ans. Vous m'avez aidé à mettre en place mon portefeuille de voyage pour Paris. Vous m'avez dit quelle carte de créateur éviter. C'est moi. Réglez ça. Une pause, puis doucement, comme s'il le regrettait, j'ai reçu la directive à 5h11 ce matin. Le nom de votre mari était sur le papier à en-tête, signé et contresigné. J'ai les mains liées. Elle fixa l'écran de l'ordinateur portable. Chaque compte qu'elle utilisait, chaque sortie qu'elle pensait avoir, disparut. Je vais vous poursuivre en justice, dit-elle. C'est votre droit, répondit Andrew. Mais vous paierez les honoraires de votre avocat de votre poche. Les paiements de provision pour les frais juridiques sont actuellement également signalés pour surveillance. C'est à ce moment-là que tout le poids de la situation s'est abattu sur elle. Ce n'était pas juste de l'embarras. C'était l'exil. Chaque artère financière qu'elle avait été clampée. Elle n'était pas seulement punie. Elle était contenue, mise en quarantaine fiscale. Elle ne dit pas au revoir, raccrocha simplement et resta là, à fixer l'écran. Puis, avec un son plus animal qu'humain, elle referma l'ordinateur portable des 2 mains, assez fort pour faire trembler la lampe de bureau. Pendant des années, elle s'était moquée de son mari, le trouvant trop ennuyeux pour la tromper, trop poli pour la quitter. Elle l'appelait un gentleman, comme si c'était un synonyme d'idiot. Maintenant, elle réalisait ce qu'il avait réellement été tout ce temps, l'architecte. Pendant qu'elle jouait à se déguiser avec sa double vie, il avait dessiné les plans de sa chute. Et maintenant, l'échafaudage était parti, et tout ce qui restait était la chute. Elle ne prit même pas la peine de se changer. Ses mains tremblaient trop pour s'habiller correctement de toute façon, et l'idée d'enfiler un jean ou de prétendre que du rouge à lèvres pourrait aider lui donnait la nausée. Elle attrapa ses clés sur le comptoir avec un mouvement si saccadé et désordonné qu'elle renversa le vase à côté. Des lys blancs, ses préférés. Son mari les avait ramenés il y a 2 jours. Elle ne s'arrêta pas pour les ramasser. Le trajet fut un flou. Ses jointures devinrent blanches sur le volant à un feu rouge. Elle aperçut son reflet dans le rétroviseur. Les yeux gonflés, la bouche figée dans une ligne tordue. L'eyeliner de la veille était maintenant une peinture de guerre. Ses cheveux en désordre. Peu importait. Ce n'était plus une question de présentation. C'était une question de sauvetage. Car si quelqu'un pouvait faire entendre raison au monde, rappeler à tous qui elle était vraiment, c'était Mia. Mia, sa meilleure amie depuis l'université. Mia, qui avait assisté à toutes ses diatribes au brunch sur son mari obsédé par les feuilles de calcul et émotionnellement glacial. Mia, qui avait aidé à choisir la robe qu'elle portait la première nuit où elle avait couché avec Bryce. Mia,
qui avait porté un toast à son anniversaire avec les mots « Tu mérites le chaos ». N'ose pas te contenter de la tiédeur. Elle se gara dans l'allée sans même envoyer de SMS au préalable. 3 coups rapides, puis 2 de plus, impatient, désespéré. La porte s'ouvrit. Mia apparut en sweatshirt doux et leggings, pieds nus, une tasse à la main. Ses cheveux étaient encore humides d'une douche. Pas de maquillage, juste propre, calme, sans effort. Mélanie explosa dès qu'elle la vit. Ils essaient de m'effacer. Je suis coupé du monde, Mia. Ma propre famille se range de son côté. L'avocat du trust est venu à la maison, s'est assis dans mon fauteuil, et ils ont gelé mes comptes. Mes parents ont signé, et il est resté là à siroter son café comme s'il n'avait pas passé la dernière année à me tendre un piège, comme si j'étais une criminelle. Mia ne bougea pas. Ne lui fit pas signe d'entrer. Elle resta juste là, appuyée contre le cadre de la porte. Mélanie s'arrêta enfin, s'attendant à la réaction habituelle, un roulement d'yeux, un hoquet de surprise, peut-être un « quel salaud manipulateur » aboyé. Au lieu de cela, le front de Mia se plissa légèrement. Puis elle recula de quelques centimètres et dit « Il m'a appelé ». Mélanie cligna des yeux. « Quoi ?» ?»« Hier soir, dit doucement Mia. Il m'a appelé avant que tout ne commence. Il a dit que je devais m'attendre à une visite. Que tu pourrais venir ici, effrayée, furieuse, ou les deux. » La voix de Mélanie baissa. « Il t'a prévenu. Il m'a dit la vérité. » Mélanie ricana. Sa vérité. Le visage de Mia ne changea pas, les documents, mails. Les débits, les virements, les hôtels, les messages. Il avait tout en ordre, daté, avec des références croisées. Il n'a rien déformé. Il m'a juste montré qui tu étais. Le souffle de Mélanie se coupa. Tu l'as laissé te raconter tout ça sans même me demander ma version d'abord. Je n'avais pas besoin de le faire, répondit Mia. Parce que je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Tu m'as dit que tu allais au vignoble de Lisa. Puis j'ai vu que tu avais posté une photo du chien de Bryce sur ta story privée. Tu as dit que c'était fini, que c'était juste pour t'amuser. Mais chaque semaine, ça continuait. Les mensonges, les couvertures. Tu en riais. Le visage de Mélanie se tordit. Tu te ranges de son côté maintenant. Je me range du côté de la vérité, dit Mia, sortant enfin complètement sur le porche. Tu es ma meilleure amie, et tu as instrumentalisé cette amitié pour te sentir mieux en trompant un homme qui faisait tout pour protéger ton nom, même quand tu ne le faisais pas. Les mots la frappèrent plus durement qu'elle ne s'y attendait, car ils étaient dits sans venin, sans drame, juste avec clarté. Tu penses que je suis diabolique ou quelque chose comme ça, lança Mélanie, une pointe d'amertume dans la voix. Tu penses que je suis la première femme à gâcher son mariage? À avoir besoin d'espace. À vouloir plus qu'un homme qui suit des reçus pour vivre? Non, dit doucement Mia. Je pense que tu es la première femme que je connais qui a réussi à trahir tout le monde dans sa vie et qui se promène encore comme si elle était la victime. Silence. Mélanie ouvrit la bouche, la referma. Elle fit un pas en arrière, secouant la tête. C'est irréel. Il t'a empoisonné. Non, Mel, murmura Mia. C'est toi qui l'as fait. La porte commença à se fermer lentement. Pas de claquement, pas de théâtralité, juste un doux clic de finalité. Mélanie resta seule sur le porche, fixant l'endroit où sa meilleure amie se tenait à ses côtés dans chaque tempête. Riant avec elle, mentant avec elle, la défendant. Et maintenant, partie. Elle se retourna lentement. La rue semblait différente, plus froide, plus étroite. Les maisons plus jugeantes. Alors qu'elle retournait à sa voiture, le dernier fragment de son système de soutien social, émotionnel, réputationnel glissa silencieusement dessous ses pieds, et elle réalisa qu'il n'avait pas eu besoin de tout lui enlever. Il avait juste eu besoin de laisser la gravité faire son travail. Elle est restée assise dans la voiture devant la maison pendant 10 bonnes minutes, le moteur tournant, les doigts serrant le volant assez fort pour que ses jointures lui fassent mal. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres accusatrices sur l'allée, la même allée où elle avait l'habitude de lever les yeux au ciel chaque fois qu'il ramenait une autre feuille de calcul ou parlait des amendements du trust au dîner. Maintenant, elle pouvait à peine respirer en regardant l'endroit. Les lumières de devant étaient déjà allumées. Il les allumait toujours quand il faisait nuit, même si personne n'était attendu. Les maisons doivent avoir l'air habitées, disait-il.
C'est drôle, elle n'avait plus l'air habitée. Elle ressemblait à une salle d'audience avec du papier peint. Elle remonta lentement le chemin, ses talons claquant sur la pierre comme des pas dans un mausolée. Son téléphone manquait toujours. Peu importait. Personne ne l'appelait. Mia avait fermé la porte. Sa mère ne répondait pas aux messages. Et son père avait envoyé une réponse d'une seule ligne à son email frénétique, les décisions ont des conséquences. Pas de salutation, pas de signature, juste ça. Elle entra dans la maison discrètement, s'attendant presque au silence. Mais il y avait de la musique, du jazz doux, Coltrane, son préféré. Elle suivit le son jusqu'à la salle à manger et se figea. La table était mise pour deux. Serviettes en lin blanc, bougies, vin, les bons verres. Sa place était légèrement tirée, en attente. Il se tenait au bout de la table, portant une chemise bleu marine et un pantalon, comme si c'était juste un autre jeudi soir. Il versait du vin dans un seul verre. Un seul ? Elle entra, hésitante, méfiante. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Je me suis dit que tu voudrais un dernier dîner, dit-il. Elle le fixa. Il fit un geste vers la chaise. « Tu peux t'asseoir si tu veux. » Elle ne bougea pas, c'est de la folie. Probablement. Elle hésita, puis prit place. Les assiettes étaient couvertes de cloches en argent, comme s'il organisait une dégustation privée. Pendant une brève seconde désorientée, elle se convainquit presque que rien de tout cela n'était arrivé, que l'homme dans le fauteuil n'était qu'un rêve, que Mia n'avait pas fermé la porte, que ses comptes étaient toujours pleins, que Bryce était toujours un secret. Puis elle vit l'enveloppe à côté de son assiette, ni grande, ni menaçante, juste une simple carte partiellement glissée, l'impression visible même de son angle. Elle ne la toucha pas. Il s'assit en face d'elle, joignant les mains, la regardant. « Je ne comprends pas, dit-elle doucement. Pourquoi fais-tu ça ? Il ne s'y a pas, parce que je n'ai jamais été ton plan de secours. J'étais les fondations. Tu l'as juste oublié. » Elle le fixa, la bouche légèrement ouverte. « Tu as construit une vie sur quelque chose de stable, de prévisible. Moi. Mais tu as commencé à confondre ça avec de la faiblesse, de l'ennui, de la sécurité. Et tu voulais du frisson, de la chaleur, du mouvement. Alors, tu as dansé sur le toit d'une maison dont tu n'as jamais vérifié les fissures. » Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je sais. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. » La lumière des bougies vacilla entre eux. Elle tendit la main vers le vin, mais réalisa qu'il n'y avait qu'un seul verre. Il ne lui en avait pas versé. « Tu ne vas même pas porter un toast à ma santé, dit-elle en essayant de rire. Le son sortit mince, métallique. Il ne répondit pas. Elle le fixa. « J'ai merdé. » « D'accord, j'ai merdé. Mais ça. Geler mes comptes, monter mes parents contre moi, ce n'est pas de la justice. C'est de la cruauté. » Ses yeux ne faiblirent pas. « Tu sais ce qu'est la cruauté » demanda-t-il calmement. « La cruauté, c'est de regarder quelqu'un briser la structure que tu as passé des années à maintenir discrètement et de sourire pendant qu'il le fait. La cruauté, c'est de manipuler la seule personne qui n'est jamais partie. La cruauté, c'est de réécrire l'histoire pour que ta propre trahison ressemble à de l'émancipation. » Elle secoua la tête. « Ça ne peut pas être permanent. Tu ne peux pas. Ils l'annuleront. » « Ils ne le feront pas, dit-il doucement. Parce que maintenant ils voient ce que j'ai vu. Ils ont enfin regardé les reçus, les horodatages, les schémas. Ils ne sont plus aveugles. » Elle baissa les yeux sur la carte. La prit enfin. C'était sa nouvelle allocation mensuelle. Celle que son père avait toujours appelée en plaisantant son « fonds de liberté ». Maintenant, il était écrit « $0. » Pas de décimale, pas de note, pas de condition, juste 0. Elle cligna des yeux rapidement, les yeux brûlants. « Je me battrai » chuchota-t-elle. Il hocha la tête une fois. « Je sais. » Les larmes montèrent. « S'il te plaît, parle-moi. Parle-moi vraiment. Pas comme un fiduciaire. Pas comme un avocat. Comme mon mari. » Il resta silencieux un long moment, puis se pencha juste légèrement en avant. « Tu avais un mari, dit-il. Et tu as passé 2 ans à essayer de le remplacer par une distraction qui n'a même jamais pris la peine d'épeler correctement ton nom sur les formulaires d'hôtel.
ça l'a anéanti. Elle laissa tomber la carte sur la table. Elle tourna une fois avant d'atterrir face visible. « Je pensais que tu me pardonnerais toujours, dit-elle, à peine audible. » Il se leva, prit son verre. « Ne dis pas un mot de plus. » Alors qu'il sortait de la salle à manger, le son lointain de Coltrane le suivit, traînant derrière lui comme un fantôme. Elle resta assise seule, le dîner intact, l'assiette en face d'elle encore fumante. Et pour la première fois de sa vie, elle n'était vraiment plus invitée. Elle n'a pas dormi. Non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce que le sommeil aurait rendu les choses réelles, définitives. Et si elle restait éveillée, peut-être qu'une version de la veille pourrait être réécrite. Alors elle est restée assise près de la fenêtre toute la nuit, dans le même peignoir de soie, les genoux ramenés contre sa poitrine. Une couverture drapée sur ses épaules comme si elle pouvait la protéger des conséquences qui s'infiltraient sous chaque porte. La maison était trop silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait accusateur. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers l'allée. Aucun mouvement, pas de phare. Il n'est pas revenu. À 6h47, juste au moment où le ciel devenait d'un gris aqueux, une voiture blanche qu'elle ne reconnaissait pas s'est garée au bord du trottoir. Un homme en uniforme de coursier est sorti. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à la maison, s'est juste avancé, a placé une enveloppe impeccable sur le paillasson, a pris une photo pour preuve et est parti sans frapper. Elle savait ce que c'était avant même de la toucher. Pourtant, elle l'a ouverte avec les mains tremblantes de quelqu'un qui s'accroche au déni comme si c'était de l'oxygène. L'enveloppe était plus lourde que prévu. Papier de qualité, sceau en relief, grammage juridique, du genre qu'on ne peut pas froisser facilement, du genre conçu pour être définitif. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une seule page, soigneusement pliée. Elle l'a ouverte lentement. La première ligne l'a frappée comme de l'eau glacée. Avec effet immédiat, Mélanie Ward a été retirée du prochain cycle de distribution du Trust en attendant un vote unanime de réintégration. Son estomac s'est tordu. Elle a continué à lire. Un paragraphe de langage formel, de justification juridique, de citation des statuts du Trust. Puis, manuscrite, l'écriture de son père, reconnaissable à son élégance angulaire, ce n'est pas une punition, c'est de la préservation. Elle cligna des yeux avec force. En dessous, en gras, la clause 8.3, la restauration des droits de bénéficiaires nécessite l'approbation unanime de tous les fiduciaires actuellement actifs. Il y avait 3 signatures en bas, son père, son oncle, et la dernière ligne, en attente, votre mari. Son souffle se coupa. Unanime. Elle laissa échapper un son étranglé. Pas tout à fait un cri, pas tout à fait un sanglot. Quelque part entre un hoquet et une malédiction. Puis elle laissa tomber le papier comme s'il lui avait brûlé les mains. Il voleta jusqu'au parquet, atterrissant face visible, l'encre juridique lui renvoyant un sourire suffisant comme un destin scellé. Elle pouvait se battre contre son père. Elle pourrait même charmer son oncle, à terme. Mais lui? Elle l'avait détruit, humilié, passé des années à le considérer comme une note de bas de page silencieuse dans son histoire. Maintenant, il était la clé pour déverrouiller la vie même dans laquelle elle était née. Et il n'avait même pas besoin de lever le petit doigt. Tout ce qu'il avait à faire était de ne rien dire. Il avait tout le pouvoir maintenant. Non pas parce qu'il l'avait volé, mais parce qu'elle le lui avait remis sur un plateau d'argent, avec les mots de passe, les reçus, les amendements du trust, la supériorité morale. Elle est restée là un moment, à regarder la lettre. Puis, soudainement, violemment, elle lui a donné un coup de pied à travers la pièce. Elle a glissé sous la console, heurtant le pied avec un bruit sourd. Mais ça n'a rien arrangé. La rage venait par vagues maintenant. Aiguë, pathétique, sans direction. Elle a attrapé le coussin le plus proche et l'a jeté. Puis un autre, puis une bougie. L'une s'est brisée. L'autre a juste roulé sous le canapé comme si elle se cachait d'elle, elle aussi. Elle a crié, fort, guttural, sans parole. La maison en a résonné, mais rien n'a changé. Elle se tenait, haletante, au milieu de la pièce, le peignoir tordu, les cheveux emmêlés, entourée des débris de choses qui ne se défendaient pas. Elle était une princesse de trust sans royaume, un papillon social sans ruche, une épouse qui avait parié sur l'apathie de son mari et perdu face à son silence. Elle a cherché son téléphone, oubliant à nouveau qu'il était parti. Elle a envisagé d'appeler son père, mais la note rendait cela inutile. Elle a envisagé d'aller à son bureau, mais que dirait-elle? S'il te plaît,
laisse-moi revenir. Non, elle savait ce que c'était. Ce n'était pas un tir de semonce. C'était un verrou qui se mettait en place. Un coffre-fort scellé derrière elle. Et la seule personne avec le code était l'homme qu'elle pensait ne jamais cesser d'attendre. C'est après le coucher du soleil que le silence est passé d'oppressant à chirurgical. Propre, absolu, vibrant d'une sorte de finalité qui n'a pas besoin de crier. Le genre de silence qui suit un verdict ou un éloge funèbre. Elle était assise sur le sol du salon, les genoux repliés contre sa poitrine, entourée des débris de sa rage antérieure, un photophore en verre brisé, des coussins de canapé jetés à terre, les restes d'un peignoir de soie déchiré à la couture de l'épaule. Elle n'avait pas nettoyé, elle n'avait pas bougé. Même la lettre de l'avocat gisait toujours sous la console, intacte depuis qu'elle l'avait envoyée valser d'un coup de pied à travers la pièce comme un enfant faisant une crise de colère devant une porte verrouillée. Personne n'avait appelé. Personne n'était passé. Il n'y avait pas eu d'excuses, pas de sauvetage spectaculaire, pas de revirement soudain, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur et, finalement, son téléphone. Elle l'avait trouvé coincé entre les sièges de sa voiture plus tôt dans l'après-midi, mort et poussiéreux. Elle l'avait branché par instinct, pas par espoir. Il s'est allumé à 19h02. Un nouveau message. Pas de nom d'expéditeur, juste un lien. Elle a tapé dessus, les mains tremblantes, un peu moins maintenant, moins de nervosité que d'épuisement. L'article s'est chargé. Un nouveau président de fondation nommé. Une force tranquille prend les devants. Et là, c'était la photo. Son mari. Non, plus son mari. Debout à côté de son père. Tous deux en costume, se serrant la main, son père souriant pleinement pour la première fois depuis des années. Et lui, il ne souriait pas, n'était pas suffisant, juste calme, stable. La façon dont il avait toujours l'air dans les réunions du conseil dont il ne parlait jamais, celle dont elle oubliait même qu'il y assistait. Elle avait l'habitude de le qualifier d'homme fiable. C'était le genre de compliment qu'on fait à un classeur. Mais maintenant, en regardant cette photo, elle a réalisé la vérité. Il ne lui avait rien pris. Ni l'argent, ni la maison, ni même le titre. Il avait simplement enlevé tout ce qu'elle tenait pour acquis. Enlever le filet sur lequel elle avait marché comme sur un podium. Enlever l'abri qu'elle qualifiait d'ennuyeux. C'était retirer de l'équation qu'elle utilisait pour définir sa propre supériorité. L'article continuait à louer son leadership mesuré, sa diligence en coulisses, sa discrétion inébranlable tout au long d'une transition difficile. Il n'y avait aucune mention d'elle. Bien sûr que non. Son nom ne faisait plus partie de cette histoire. Elle avait été effacée, comme une note de bas de page inutile. Elle a fixé l'écran jusqu'à ce que sa vision se brouille. Puis, lentement, un doux craquement de bois. De l'autre côté de la pièce, dans le fauteuil gris, son fauteuil, était assise sa mère. Elle ne savait pas quand elle était arrivée. Elle était juste là, comme un fantôme qu'elle n'avait pas remarqué entrer. Toujours dans le même pull pâle que plus tôt, toujours avec des traces de larmes autour des yeux. Mais cette fois, son regard n'était pas doux ou désolé. Il était fatigué. Tu avais tout, murmura sa mère. Pas cruel, juste honnête. Mélanie ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'y avait plus rien à dire. Pas de défense, pas de pirouette, pas de déviation intelligente. L'écran de son téléphone s'est éteint, et la pièce fut enfin de nouveau silencieuse. Mais cette fois, elle n'attendait pas. Cette fois, c'était fini.